premier point, c'est quelle réponse syndicale, hein, ça paraît logique, quelle réponse syndicale aux questions de discrimination et de répression, ça c'est le point essentiel de notre débat. Et puis peut-être, il est assez difficile dans le contexte actuel de ne pas tout de même évoquer la question des ordonnances, et en gros, voilà, quelles sont selon vous, hein, avec certainement peut-être des positions qui peuvent être variées, hein, sur les ordonnances et en gros sur la future activité syndicale. Voilà. Est-ce que les ordonnances vont ou non, on l'a déjà, je crois, évoqué, hein, à des moments différents, mais est-ce que les ordonnances vont ou non modifier l'activité syndicale dans les mois, les années à venir? Et pour tout vous dire, j'ai malheureusement pas pu assister au débat de ce matin, puisque j'étais moi-même dans mon comité d'entreprise européen, dans mon comité d'entreprise français, pour statuer sur une rupture conventionnelle d'un salarié protégé, qui en a évidemment eu ras-le-bol de subir de la discrimination pendant des années. Et moi-même, j'ai reçu il y a une dizaine de jours la position du Conseil d'État qui envoie balader mon employeur après 6 ans de débat sur une comment on appelle ça, délit d'initié, qui évidemment a été complètement balayé par le parquet de Paris et la brigade financière, qui peuvent servir justement à blanchir des élus. Il faut savoir que c'est des gens qui sont très chevronnés. Voilà, donc je suis un petit peu dans le ton du débat, même si je n'ai pas suivi les débats de ce matin. Alors très concrètement, pour prendre un peu haut hauteur, moi il y a un point qui m'apparaît extrêmement grave, c'est qu'aujourd'hui on va peut-être régler le problème de la discrimination syndicale par le fait qu'il y aura peut-être plus demain de représentants syndicaux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une loi qui est passée assez inaperçue, qui n'est pas dans les ordonnances, hein, qui est juste avant, qui est celle qu'on peut pas aujourd'hui, on ne peut plus faire plus de 3 mandats de suite. Donc ça veut dire que dans les équipes, vous allez proposer à des gens de s'engager, en gros de se faire massacrer, littéralement, puisque de toute façon, ils ne pourront pas rester plus de 6 ans dans le pire des cas, ou 3 x 4, 12 ans avec un mandat. Donc, alors ça va avoir aussi pour conséquence, dans les négociations d'entreprise, d'avoir des gens qui vont être effectivement beaucoup moins bien formés, et puis ensuite, ça dévalorise complètement ce parcours syndical que vous avez pour une partie fait, réalisé, et qui est précieux pour l'entreprise, ou qui est précieux tout simplement pour évoluer vers des fonctions RH. Donc nous, en plus, nous, syndicats d'encadrement, on est particulièrement inquiets parce que c'est pas du tout la conception de partenariat qu'on peut avoir avec une entreprise. On est peut-être un petit peu moins virulent que d'autres organisations syndicales ou d'autres représentants, mais clairement, l'idée, on intervient sur des niveaux de décision souvent. Qu'est-ce qui va se passer demain en plus ? Un cadre qui refuse de trafiquer le curseur pour les moteurs, pour la pollution des moteurs. Et s'il refuse, qu'est-ce qui se passe ? Demain il est viré, et puis il est viré avec évidemment son indemnité de licenciement. S'il a 30 ans de maison, il repart avec quoi, 2 ans, 20 mois, voilà, c'est ça, 20 mois d'indemnité. Donc on a vraiment clairement un problème, et on a supprimé aussi la responsabilité pénale de l'employeur. Donc tout concourt à ce qu'on ait vraiment très peu de solutions pour s'en sortir, pour trouver des voies de recours. Voilà. Je m'arrête là pour laisser la parole aux autres. C'est vrai qu'on note maintenant, on parle beaucoup de discrimination syndicale, on a l'impression qu'on avance beaucoup. Le débat et cette journée en témoignent, on a eu un rapport du CESE, il y a des rapports, il y a des questionnements qui se posent partout, donc on a l'impression qu'on avance. Cela dit, les perspectives ne sont pas pour autant réjouissantes au niveau de ce qui s'annonce, puisque maintenant, avec notamment les ordonnances, mais c'est un long mouvement, c'est un processus qui se développe depuis quand même pas mal d'années. Eh bien, les syndicats sont vus dans un rôle réducteur de négociation et de négociation dans le moins-disant social. Donc moi j'ai énormément de réserves sur la notion de dialogue social, au sens, comme le soulignait très justement Nicole, de ce que ça représente, c'est très lourd de sens. Et donc la question de la discrimination, elle devient larvée, elle est apparemment mise en avant, lutte contre les discriminations, parce que c'est très bien vu de lutter contre les discriminations, tout le monde est d'accord, mais en fait c'est d'affichage. Et beaucoup de politiques s'en servent au niveau d'affichage politique, et les vrais problèmes subsistent. C'est juste ce que je veux dire de manière globale, après on reviendra un peu plus.
Oui, pour Solidaire, j'ai pas pu assister à la matinée parce que je faisais un exercice pratique de dialogue social ou de démocratie sociale avec le Premier ministre sur la deuxième phase dite de sécurisation. Donc voilà, du coup j'ai pas pu assister à la matinée, mais tout le monde m'a dit pendant que j'essayais de manger le plus grand bien de cette matinée et du contenu. Moi j'ai trouvé intéressant l'après-midi. Ça m'avait l'air assez, pas du tout dans le même objet que ce qu'on avait pu discuter dans la matinée, parce que ça me semblait assez significatif des dangers qui guettent les organisations syndicales. C'est-à-dire, sous prétexte de lutter contre la discrimination, de lutter aussi, parce que avant la discrimination, ce qui est souvent plus grave, c'est quand même la répression et les conséquences que ça peut avoir en termes de licenciement, hein, tout simplement, parce que c'est la plupart du temps comme ça que ça se traduit dans les entreprises. C'est le risque d'aller vers un syndicalisme qui abandonne tout simplement, purement et simplement la lutte et qui s'institutionnalise. Et l'institutionnalisation, c'est aussi ce qui est contenu dans le fond des ordonnances et dans le fond de tous les textes qui sont passés ces dernières années. Alors d'un côté, on coupe ou on arrache même tous les instruments de lutte ou tous les outils de défense que peuvent avoir les salariés. On les a eus de manière successive. Hein. On a attaqué les services de l'inspection du travail, par exemple. Accessoirement, je dis ça, je glisse ça au passage, mais les syndicats de l'inspection du travail ont toujours pas été reçus par la ministre du Travail, 5 mois après avoir été installés. Donc c'est quand même là aussi significatif de comment on peut avoir des outils à disposition à la fois des représentants syndicaux, parce que souvent sur les affaires de licenciement de représentants syndicaux, c'est important les rapports que font et que peuvent faire l'inspection du travail dans ces domaines-là, et plus globalement pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Donc l'inspection du travail, le code du travail, et maintenant les instances de représentation, parce que de fait, c'était un petit peu ce qui était sous-jacent tout à l'heure, en réduisant le nombre de représentants, en mettant une instance unique, là aussi on participe à l'institutionnalisation, à l'écart entre les représentants et ceux qui sont censés être représentés, et bien entendu, on va insister maintenant sur les parcours syndicaux, sur la valorisation, etc. etc. Et on est bien loin du coup du syndicalisme de lutte, du syndicalisme de classe, qui pour nous est essentiel, parce que lorsqu'on s'éloigne de manière aussi radicale de l'essence même de ce qu'est le syndicalisme, c'est-à-dire organiser les travailleuses et les travailleurs pour avoir un rapport de classe vis-à-vis du capital, c'est ça, tout bêtement. À partir du moment où on euphémise complètement ça et qu'on l'éloigne, là on laisse la porte ouverte à toutes les discriminations et les répressions pour les quelques-uns ou quelques-uns qui continueraient à mener ça au seul bénéfice de quelques-uns et quelques autres qui ne feront pas grand-chose, si ce n'est assurer leur propre convenance personnelle. Donc voilà, je pense que c'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit. Je trouvais que le débat de l'après-midi, notamment autour des notions de démocratie sociale ou de dialogue social, etc., de validation des parcours, ça ne veut pas dire qu'on est absolument opposé à ces questions de validation, mais globalement, lorsqu'on déporte tout le débat sur la discrimination, la répression uniquement sur ces questions-là, de fait, on ne remplit plus son rôle et on met complètement de côté le fond de l'affaire. Et le fond de l'affaire, c'est que le temps 1, la phase 1 sur les ordonnances, suivi de la phase 2 ou la phase 3 sur les retraites, l'assurance chômage, la formation continue, etc. Tout ça, c'est la même phase. C'est une phase de détournement des profits au profit du seul capital. C'est un accaparement des richesses. Et si on ne met pas ça devant, on ne peut pas traiter le problème à la racine. Et c'est pour ça que nous, parfois, on peut être traité de radicaux. C'est parce qu'on essaye de traiter le problème à la racine. Et je voulais intervenir sur les notions de discrimination syndicale. Alors, pour que tout le monde soit au même niveau d'information, donc je suis magistrat depuis de quelques années. Avant d'être passé du côté obscur, j'étais
représentant syndical dans une entreprise. Merci Bureau. J'étais représentant syndical, j'étais conseiller prud'homme et j'étais président d'un conseil de prud'homme de la grande banlieue ouest parisienne. Donc, moi ce que je voulais dire, c'est que la discrimination, lorsqu'elle vient devant les tribunaux, lorsqu'elle vient devant les conseils de prud'homme, c'est que c'est un échec sur l'entreprise. Parce que de fait, dans les entreprises, lorsque les syndicats sont structurés, lorsque ils prennent à bras le corps le phénomène de discrimination, logiquement, ça devrait se régler au niveau de l'entreprise. Et il y a un certain nombre d'entreprises où ça se règle. Alors, on a tous en mémoire les affaires Peugeot ou d'autres grosses entreprises, mais sachez qu'un certain nombre de problèmes de discrimination se règlent dans l'entreprise, y compris par l'intervention musclée, quelquefois, entre guillemets, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux. Donc c'est un échec. Alors, c'est un échec parce que, de fait, soit l'employeur a refusé d'aller jusqu'au bout, soit parce que le syndicat n'a pas pris les moyens. Dans le cadre d'une saisie d'un conseil de prud'homme, il y a une chose importante. Alors, j'ai aussi connu les phénomènes de discrimination, donc voilà, au moins c'est clair, je l'ai vécu aussi. Donc ce qui est important, c'est que le syndicat, il n'est pas seulement en soutien du militant, il doit être intervenant volontaire à la procédure. Intervenant volontaire, ça veut dire qu'il intervient et qu'il a un avocat à lui, qu'il intervient sur la gêne ou le préjudice que ça crée à l'organisation syndicale, ce type de discrimination. C'est important parce que devant les juges du conseil de prud'homme, déjà, ça marque un peu les esprits, mais imaginez devant les magistrats de la cour d'appel, lorsque le salarié qui se dit discriminé syndicalement vient seul. Imaginez la vue, la manière dont les juges de la cour d'appel, les magistrats de la cour d'appel, apprécient. Il est tout seul. Où est le syndicat? Il n'y a pas de syndicat, donc la discrimination, elle est peut-être existante, mais en tout cas, elle n'est pas supportée par l'organisation syndicale. Et ça, c'est important. Il faut vraiment que vous intégriez ça dans vos démarches. La présence du syndicat, pas seulement en soutien, mais en intervention volontaire, c'est important. Donc, il faut prendre les moyens de le faire. Alors, après, c'est pas simple. Hein. J'ai entendu les critiques sur les procureurs, sur les magistrats qui ne connaissent rien au droit social, mais sachez que la formation des magistrats, c'est une formation pluridisciplinaire. Vous êtes censé, une fois que vous êtes magistrat, pouvoir remplir tous les postes et toutes les fonctions de la magistrature. Donc ça va des juges des enfants, au procureur, enfin le substitut du procureur, en passant par le JAF, en passant par les juges du civil, la construction, etc., etc. Donc vous êtes censé remplir toutes les fonctions de la magistrature. Ce qui fait que vous êtes bon à tout, pas bon à rien non plus. Bon. Mais de fait, mais ça change. Le problème, c'est que le droit du travail a toujours été, y compris dans la formation initiale en faculté, toujours été quelque chose qui a été laissé de côté. C'est pas une matière noble, clairement, et c'est pas une matière noble à la fois pour les avocats, à la fois pour les magistrats. Ça change. Il faut que vous sachiez que depuis 3 ans, il existe dans un cursus de formation sur 2 ans, qui est pour former des juges et partiteurs et des conseillers en chambre sociale, qui existe depuis 3 ans, un cursus sur 2 années, avec une formation très très complète, qui existe pour justement former les magistrats en droit social. Et ça, c'est quelque chose d'important qui montre une différence avec la situation antérieure. Voilà. Alors, effectivement, alors il y a la structure même des organisations syndicales, enfin je parle pour EFO, mais je pense que c'est un peu pareil aussi dans d'autres organisations, c'est qu'on a quand même une structure assez décentralisée. Donc, ce n'est pas la Confédération au plan national qui diligente toutes les actions, on n'a pas une vision de cet ordre-là, c'est très décentralisé. Nous, au service juridique de la Confédération, on est là au soutien d'actions, mais si on nous sollicite. Donc, c'est nos structures, et parfois même les individus, parce qu'on a vu que beaucoup de dossiers, finalement, c'est des dossiers individuels de discrimination, donc c'est traité au plus près du terrain. Et même si on apporte une aide, on n'a pas toujours le suivi. Donc il faut le reconnaître, ça ne nous remonte pas après. Donc on a eu beaucoup de mal d'ailleurs quand on a été interrogé au niveau du CESE pour dire vraiment... on a des remontées parcellaires et lors de stages, puisque bon, ça rejoint aussi le fait qu'est-ce qu'on fait pour lutter et qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les réponses des organisations face à toutes ces formes de diversification des discriminations syndicales.
On fait de la formation dans cet institut d'ailleurs, donc on forme nos militants parce que c'est très important. Pour se battre, il faut pouvoir connaître. Donc on forme toute une frange de militants qui sont intéressés par les discriminations. On les forme en plusieurs modules. D'abord, pas seulement la trousse à outils juridique, mais aussi de manière transversale dans d'autres disciplines pour comprendre et appréhender le phénomène de la discrimination, comment il se construit, les stéréotypes. On fait appel à des psychologues, à des sociologues. Enfin, donc il y a tout un module pour les militants pour comprendre d'où viennent les discriminations et comment elles se forment, avant de voir le traitement syndical des discriminations et notamment comment on monte un dossier. Donc on leur apprend, ils repartent de l'institut souvent très blindés, je dirais, très, très motivés, mais c'est pas pour autant que le nombre de dossiers nous remonte énormément. Alors c'est dû à la difficulté de monter des dossiers, hein, c'est quand même pas très simple. Et puis, bon, je le dis, entre autres, à la structure des organisations au côté décentralisé. Bon, c'est lié au fait que ça a été évoqué ce matin, même si on s'en éloigne, que certains militants, des fois, ne montent pas, subissent la discrimination sans pour autant agir en justice. Ça, c'est vrai aussi. C'est toujours très vrai à l'heure actuelle. Donc, je poursuis là-dessus peut-être, hein, puisque nous, on essaie de rendre visible à travers notre participation à cet observatoire, à travers les actions de formation, à travers tous les organismes dans lesquels on peut représenter FO. On essaie de faire émerger cette problématique de la discrimination, de la faire vivre et d'essayer de faire quelque chose de positif et de concret. Alors, on a eu le groupe Cyberas, dont on a parlé déjà, effectivement, et on a fait un très très beau travail en intersyndical. Et là, le patronat était un peu scotché, parce que c'est quand même assez rare que toutes les organisations syndicales aient réussi à avoir une sorte de plateforme de propositions, dont notre fameuse proposition des indicateurs. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On est toujours dans l'après, dans des actions contentieuses de militants qui, à la fin d'une carrière, se rendent compte qu'il faut peut-être reconstituer la carrière. Donc l'idée, puisqu'on nous bassine avec le dialogue social, eh bien, c'était peut-être de dire, jouons la transparence, jouons-le, le dialogue social, soyons transparents pendant la vie au travail. Et il faut que les employeurs donnent des indicateurs suffisamment précis. Alors ça se traduit, on ne va pas rentrer dans le détail de la technique, en abscisse, en ordonnée, à travers des formes de nuages de points, pour voir l'évolution de carrière, donc de manière totalement anonymisée, ce qui fait que les salariés peuvent voir s'il y a quelque chose qui n'est pas, qui paraît pas tout à fait normal. Alors c'est pas une preuve de quoi que ce soit, mais c'est un indice qui permet d'après à l'employeur éventuellement de justifier peut-être qu'effectivement ce salarié, il y a X ou X raisons pour lesquelles peut-être il n'a pas eu une progression de carrière normale. Mais bon, donc on a réussi, et ça j'insiste parce que c'est important quand même de manière intersyndicale à faire cette proposition qui a été adoptée par le groupe de travail Cyberas, dans 2 rapports successifs, qui a été repris, Lionel Marie l'a dit, et c'était pas facile, hein, parce que le côté patronal, le CESE, c'est quand même un monde, je vous dis au passage, un monde très feutré. Bon, moi j'étais investie là-dedans en tant qu'experte, je me suis dit, oh là là, tout le monde se tutoie, c'est un monde... Bon, mais je sentais quand même les réticences patronales très fortes, parce qu'à travers ça, qu'est-ce que c'est? C'est le partage du pouvoir, et ils n'ont pas du tout envie de ça. Donc c'est vrai que là-dessus, donner des informations, alors qu'on leur dit c'est simplement la transparence dans la vie au travail, bon, on a réussi, et les rapporteurs, donc ça a été un avis qui a été adopté à l'unanimité, ça a été repris donc dans cet avis du CESE. À la suite, il y a eu le rapport Simon Poli qui l'a repris aussi, mais qu'est-ce qu'on constate? Rien dans les ordonnances sur ce sujet-là. En fait, on se rend compte qu'il y a une très grande timidité des engagements gouvernementaux en termes de dispositions contraignantes. C'est-à-dire toutes les dispositions qui ont été prises dans les ordonnances sur ces questions sont on favorise les bonnes pratiques. Bon, d'accord, on favorise les bonnes pratiques, on n'est pas contre, mais il n'y avait rien de vraiment très contraignant pour les employeurs. Donc là, on peut regretter ça.
On a participé aussi, on a rapidement évoqué l'action de groupe à l'origine avec le rapport de Laurence Péco-Rivolier, puis tout ce qu'on a pu discuter à l'intérieur de ce groupe Cyberas, et ensuite la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, mais qui est bien décevante finalement à cet égard. Parce que même si là encore, on a effectivement, nous, plaidé en faveur d'une action dans l'emploi, c'est-à-dire permettre que l'employeur repositionne les salariés tant qu'il en est temps encore, mais de ce fait, la réparation, elle est considérablement limitée, ce qui réduit considérablement l'intérêt de l'action de groupe telle qu'elle a été adoptée jusqu'à présent. Donc c'est quelque chose d'un petit peu peut-être Sabine en parlera, bon, donc je ne vais pas allonger là-dessus. Donc sur le problème de l'implantation syndicale, c'est-à-dire le deuxième point qui nous était demandé, c'était quel impact des ordonnances de la loi travail sur l'implant. On fera après. Sur l'action de groupe, je voulais dire un mot quand même sur la question du plafonnement des mandats. Quand on regarde l'historique de la création du droit syndical en France, c'est l'action Peugeot. Et l'action Peugeot, ce qui a été au point de départ de l'action, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'après des années de discrimination, ils n'avaient plus personne pour la relève. Et donc ça a été un des éléments déclencheurs de l'action Peugeot en discrimination syndicale, et un des points de départ du droit de la discrimination, et un des points de départ de confiance dans les syndicats, qu'on pouvait être un syndicaliste sans obligatoirement être un martyr du syndicalisme. Donc, pour dire que cette question de la relève a été essentielle et au final a été extrêmement positive. Donc, il va falloir que les syndicats intègrent cette question de la nécessité de la relève avec les plafonnements des mandats. Mais on constate qu'on a un décalage entre les outils qu'on a et une discrimination qui continue d'exister. Soit en récidive, soit parce qu'on a peu d'acteurs qui vont se bagarrer au regard de l'ampleur des discriminations. À ma connaissance, il y a une seule étude chiffrée sur la discrimination qui était l'étude faite par Evelyne Serverin sur les années, les études 2007-2010 des arrêts de cour d'appel, et on constate 3% du contentieux du droit du travail en matière de discrimination. Et dans ce contentieux de la discrimination, on est à uniquement 6,2% de contentieux de la discrimination homme-femme. Donc on a un total contraste entre une situation d'inégalité des femmes au travail et le nombre de conflits qui montent. C'est dans ce cadre-là qu'on peut parler, et voir de manière extrêmement positive, l'action de groupe. Alors, l'action de groupe, un mot sur le fonctionnement. On va parler d'un point de vue, en fait, la première action de groupe qui a été menée est menée par la CGT, c'est une action qui a été initiée par Emmanuel Boussard-Vericchia et la CGT, et comme c'est un outil nouveau, et donc qui dit outil nouveau dit outil complexe, surtout que le MEDEF fait un peu de lobbying, donc ils ont essayé d'interférer dans le projet de loi avec plus ou moins de succès, je vais en parler. Donc Emmanuel a joint dans le dossier, dans un dossier collectif, nous sommes une défense collective, et donc, parce qu'on est plus fort à plusieurs, auprès de la CGT. Alors, quelques mots sur comment ça fonctionne. En gros, ce que prévoit la loi, il y a deux possibilités d'action dans le cadre de l'action de groupe. Alors d'abord, le préalable, on va faire simple, cette action ne peut être menée que par le syndicat. Pour les discriminations à l'embauche, elles peuvent être menées par les associations, mais pour les salariés dans l'emploi, exclusivement par les syndicats. Je vais dire, ça peut être critique sur certains points, mais d'un point de vue des organisations syndicales, elles devraient se réjouir car elles ont là un outil d'action syndicale puissant. Certes, pas facile à manier, mais quand même puissant. Les deux actions qui peuvent être menées dans l'action de groupe sont les suivantes. La première action s'appelle une action en cessation de la discrimination. En gros, c'est quoi? Vous demandez... Alors, le syndicat va mener l'action et est obligé de présenter des cas individuels de discrimination. Ça veut dire au moins 2 cas. Et la première action, il peut se contenter de demander au tribunal, c'est le tribunal de grande instance, de faire cesser cette discrimination. Le tribunal a un pouvoir assez puissant puisqu'il peut désigner un tiers pour voir comment on le fait cesser, et surtout, il peut ordonner à la société, à l'employeur de mettre fin à la discrimination sous, on va dire, le risque du paiement d'une astreinte s'il ne respecte pas certains délais.
Et là où je trouve que la loi n'a pas été idiote, c'est que l'astreinte n'a pas été faite en faveur du syndicat. Quand elle est liquidée, elle a été faite au profit du trésor public. C'est peut-être pas bon pour les syndicats, mais je pense qu'il faut y aller progressivement avec les juges, qu'ils ont du mal à liquider des astreintes au bénéfice, en intégralité au bénéfice des organisations syndicales, et je pense qu'ils hésiteront beaucoup moins à liquider des astreintes à des montants élevés en faveur du trésor public. Donc à redistribuer à la collectivité. Donc on a là, dans l'action en cessation du manquement, un outil extrêmement performant. Et la cessation du manquement, c'est quoi? C'est très important, c'est faire cesser la discrimination pour l'avenir. C'est ça, c'est donc obtenir le repositionnement du salarié. Deuxième type d'action qui peut être menée dans le cadre de l'action de groupe. Vous pouvez faire l'une ou l'autre, vous n'êtes pas obligé de faire les deux, mais vous pouvez aussi faire les deux. Deuxième type d'action qui peut être menée dans l'action de groupe, c'est l'action, on va dire, en réparation du préjudice, qui est, elle, un peu plus complexe. On va y aller sur ce qui est simple. En gros, que va faire le tribunal? À partir des cas individuels de discrimination qui lui sont présentés, il va retenir, au-delà de ces cas individuels, la reconnaissance de la situation d'une discrimination collective qui concerne l'ensemble d'un groupe. Je prends l'exemple sur l'action menée par la CGT. L'action est menée avec 34 cas individuels, mais il est demandé de faire reconnaître une situation de discrimination à l'égard de tous les salariés ayant un mandat CGT au sein de la société. La CGT s'est elle-même prise, comme on va dire, expérimentation sur cette première outil d'action. Donc au-delà des cas individuels, c'est la reconnaissance d'une discrimination collective de personnes qui ne sont pas nommément désignées dans la cause et qui ne sont bien évidemment pas parties dans la cause. Et le tribunal, une fois qu'il reconnaît cette responsabilité, va statuer sur les différents préjudices, au pluriel, puisqu'en matière de discrimination, en général, on a le préjudice financier passé, on a le préjudice moral, le préjudice de carrière, etc. Voilà pour faire simple. Là où l'outil est un peu plus complexe, parce qu'on nous avait promis une action de groupe, mais il y a eu des interférences, puisque le MEDEF n'en veut pas, et même si cette action est imparfaite, il n'en veut pas et il en a peur. Donc il faut en être conscient. En quoi ils ont essayé de nous mettre des obstacles? Le premier obstacle, qui pour moi n'en est pas un, c'est qu'il est prévu dans la loi que le fait générateur de la responsabilité ou du manquement doit être postérieur à l'entrée en vigueur de la loi. Ben, ça, pour moi, juridiquement, c'est pas un problème, puisqu'en matière de discrimination, c'est une infraction continue, donc ça continue. Deuxième obstacle qu'ils ont voulu nous mettre, ils ont prévu sont seuls indemnisables, dans le cas de l'action de groupe, les préjudices nés après la réception de la demande. J'ai oublié de dire, avant d'assigner, le syndicat doit d'abord faire une mise en demeure à la société d'y mettre fin, ce qui fait courir un délai de 6 mois, qui n'est pas vraiment réglementé, mais en gros qui est fait pour discuter. Passé ce délai de 6 mois, il peut assigner. Et donc là, il est mentionné, sont seuls indemnisables les préjudices nés après la réception de la demande. On voit l'ambiguïté un peu juridique de l'outil quand même, parce que pour agir, il faut qu'on demande de faire cesser quelque chose qui existe déjà, mais on ne pourra venir réparer que pour ce qui est postérieur à ce qui existait déjà avant. Bon, on va voir comment on s'en dépatouille, il y a des choses à faire, il y a des choses à dire sur cet élément-là, mais ils ont oublié une donnée quand même, en pensant que ce serait un obstacle. Et ça, je voulais le lier, cette question du temps, la procédure, au troisième obstacle qu'ils ont voulu nous mettre. Ils ont mis comme troisième obstacle le fait que cette action en réparation des préjudices, qui ne se fera qu'individuellement, qu'importe, on ne va pas rentrer dans toutes les considérations sur l'action de groupe, ne pourra se faire qu'une fois que le jugement qui reconnaît la responsabilité est définitif. Autant dire qu'on aura été jusqu'en cours de cassation. C'est pour ça que j'en viens sur le préjudice ultérieur, où on vient nous dire c'est un obstacle parce que ça fera une petite période, mais en même temps ils entendent bien que la procédure soit longue, et plus la procédure soit longue, plus le préjudice sur la période ultérieure sera long, puisque le préjudice continue à courir et à être calculé. Le temps qui passe pour les employeurs n'est pas une bonne chose en matière de discrimination, puisque le préjudice continue à augmenter. Donc je trouve que sur ces obstacles qu'ils ont mis... Oui, pardon, je termine. Bon, bref. Donc pour conclure sur l'action de groupe, ils nous ont mis des imperfections, mais l'action, ils n'ont pas bien réalisé, je pense, que l'action en réparation, en cessation du manquement, qui, elle, n'a pas besoin d'être définitive, peut être opérationnelle et très très vite. Et c'est le plus important pour les militants qui sont en poste, c'est le plus important.
que c'est un outil qu'on nous donne, il est perfectible, mais c'est un outil positif qui permet aux organisations syndicales d'être des acteurs de lutte contre toutes les discriminations, c'est-à-dire y compris, on va dire, de passer à l'offensive dans le secteur qui n'attend que les organisations syndicales, la discrimination notamment femmes-hommes. Donc, et c'est un outil qui permet d'être en offensif et d'arrêter d'être en défensif, d'attendre qu'on nous convoque pour négocier à droite et à gauche. Il y a là un outil d'opportunité syndicale, difficile à manier, complexe parce que nouveau, parce qu'on nous a mis des obstacles, mais qui ne sont pas insurmontables, dont il va falloir savoir s'emparer. Mais effectivement, la complexité du dispositif et ces questions de réparation du préjudice sont quand même très problématiques. Voilà, c'est juste ce que je voulais. Et je crains justement que ce soit très difficile de mener ces actions de groupe, que finalement, alors que ça aurait pu être un mécanisme plus simple. Le point que je voulais dire aussi, c'est pas pour peut-être... c'est extrêmement insidieux. Enfin, la discrimination, elle peut revêtir différentes formes, des trajectoires de carrière, ça peut être absence de formation, tout ça est très long à mettre en œuvre, et on a du mal à s'inscrire dans quelque chose qui effectivement va vers un procès au prud'homme. Bon, je l'ai vu, hein, une réclamation sur un KIDP, enfin sur réclamation réclamation déléguée du personnel auprès du DRH, est retranscrite. Non pas littéralement dans le carnet de registre IDP, mais un élu se plaint de subir la discrimination syndicale étant porteur de mandat. La direction lui explique que non, pas du tout, et qu'on a fait dans le protocole électoral une belle déclaration disant que tout le monde était égaux. Et donc, ce qui fait que si l'inspection du travail vient, elle ne peut pas juger entre guillemets sur des éléments très factuels qui auront été émis dans la plainte. Et alors j'en viens justement au principal, c'est qu'aujourd'hui, les inspections du travail n'ont absolument pas le temps de gérer ce genre de choses. Et donc les élus sont parfois extrêmement seuls, parce qu'ils n'ont peut-être pas aussi la clé avec leur syndicat d'origine, leur fédération d'origine, où ils ne savent pas trop comment faire. Et c'est vrai que quand on promeut le syndicalisme ou la défense du salarié dans l'entreprise, généralement on ne commence pas par expliquer tous les mauvais travers. Donc on n'écrit pas partout, enfin sur nos écrans, sur nos extranets ou sur nos sites internet de fédération, de confédération, il n'y a pas marqué vous êtes porteur de mandat, vous êtes discriminé, faites-nous signe. On devrait peut-être. On n'affiche pas que lorsqu'on va se retrouver avec une étiquette syndicale, on va se retrouver en difficulté, mais quand pour le jeune militant qui n'a pas milité auparavant, la première conséquence est de recevoir un acte d'huissier à son domicile, ça n'aide pas à recruter après d'autres militantes et d'autres militants. Et voilà, donc je pense que ça c'est un premier point. Deuxième point, on parle beaucoup du secteur privé. Nous on essaye depuis quelques mois, avec notamment un certain nombre de camarades de l'inspection du travail, d'essayer de travailler sur des cas de discrimination dans le secteur public, parce que là aussi, pour les militantes et les militants syndicaux, les cas de discrimination sont extrêmement nombreux, et on n'a pas encore fait un vrai gros travail syndical sur cette question, et on essaye de commencer à l'initier et d'avancer sur le sujet. Dernier élément. Alors oui, l'action de groupe est une action intéressante, mais en matière de discrimination et de répression, on est souvent... on peut faire des choses dans les grosses entreprises. On a les outils pour le faire dans les grosses entreprises, mais là où les cas de répression et les cas de discrimination sont les plus nombreux, et là où les organisations syndicales sont les moins nombreuses, c'est dans les petites et les moyennes entreprises. Et sur cette situation-là, on a pour l'instant fort peu d'outils opérationnels. Fort peu d'outils. Alors, sans doute, il faudrait réussir, alors je ne sais pas si c'est une piste ou pas, mais il y avait eu cette idée-là de décliner l'observatoire là où on le peut au niveau des départements, en tout cas de réussir à mutualiser et à travailler en commun pour pouvoir être au plus proche de ces petites et moyennes entreprises. C'est un des moyens pour le syndicalisme de réussir à s'y implanter, parce que pour l'instant on y est de manière extrêmement parcellaire. Il n'y a qu'à voir les résultats par exemple des élections de représentativité dans les TPE il y a un an. Enfin voilà, on a un enjeu pour le syndicalisme face à ces questions de discrimination et de répression, d'aller dans ces entreprises qui ont tendance à se multiplier en plus, puisque les gros groupes multiplient
la sous-traitance ou, comme ils le font là par exemple à McDo Champs-Élysées, où des organisations syndicales ont commencé à réussir à s'implanter. Ils vont franchiser le McDo des Champs-Élysées pour qu'il n'y ait plus de représentation syndicale dans cette entreprise. Et ça aussi, c'est une stratégie qu'on voit à l'œuvre, etc. Et qui empêche d'avoir même des cas de discrimination parce qu'on n'arrive même pas à s'implanter. Ça, c'est aussi une discrimination invisible, mais qui est largement plus importante que toutes les autres. Sachez quand même que c'est quelque chose qui va télescoper tous les juges et tous les magistrats. Parce que l'habitude pour les magistrats, c'est de recevoir des demandes individuelles. Donc, c'est pas quelque chose qui va être habituel pour eux. Donc, ça va télescoper tout ce qu'ils ont appris depuis la fac, depuis l'université, jusqu'à la veille de votre saisie. C'est clair. Mais par contre, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que de fait, il y a quand même un certain nombre de choses qui... Lorsque, dans le Conseil du prud'homme, vous avez 50 salariés qui viennent saisir même en dehors de la discrimination, sur une application concrète d'une convention collective, d'un accord d'entreprise, etc., les magistrats sont déjà, du Conseil du prud'homme, pas de problème, et encore, mais les magistrats professionnels sont assez télescopés parce qu'ils imaginent que c'est souvent le TGI qui est compétent parce que c'est une action collective. Alors que c'est une sorte de saisie individuelle. Donc, il va falloir quand même être... Comment Oui, voilà, être persuasif, et puis de les prendre par la main, comme pour les astreintes. Hein. Sachez que c'est pas habituel pour un magistrat de fixer une astreinte, ça se fait beaucoup en référé, sur des référés un peu à instruction, comme devant le Conseil d'État, parce qu'il y a une obligation de faire à donner, mais la plupart des magistrats, lorsqu'ils fixent une astreinte, ils la laissent la liquidation au juge compétent, au juge de l'exécution. Donc, et peu de magistrats se réservent le droit de liquider l'astreinte. Alors encore plus au bénéfice du Trésor. Moi, je l'ai fait dans mes fonctions, et je n'ai plus pour l'instant de fonction en rapport avec le droit du travail, mais je l'ai fait dans une décision où j'ai ordonné la liquidation au profit du Trésor. J'ai été appelé par la hiérarchie en me demandant comment je pouvais faire ça. Alors certes, maintenant, j'ai un texte de référence, avec des questions du style, mais ça veut dire que lorsque vous allez liquider l'astreinte, il faudra que le fisc soit présent, le Trésor public soit présent à l'audience. Alors je dis non, il suffit que le parquet y soit, et de droit le parquet peut être présent à n'importe quelle audience d'une juridiction civile, mais se posent des problèmes concrets de ce type-là. Donc soyez éducatifs auprès des magistrats, prenez-les par la main, il faut vraiment les conduire là où vous voulez, parce que de fait, pour eux c'est un terrain à défricher, quoi. Concrètement, c'est à défricher. Et tout le monde n'a pas cette connaissance du droit collectif. Si on envisage, c'était ce qui nous était demandé, l'impact des ordonnances sur l'implantation syndicale, bon, effectivement, tout le monde a vu qu'il y avoir une fusion des instances représentatives du personnel, donc évidemment, moins de personnes, moins de moyens. Mais alors, en fait, je crois qu'on va assister à un double mouvement, parce qu'en fait, dans les ordonnances, on voit qu'on veut du dialogue social, mais en fait, du dialogue social sans syndicat. En fait, c'est ça. Les employeurs veulent à tout prix ériger la négociation collective pour, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait déroger. Hein, c'est toute la structure globale avec cette nouvelle articulation des normes où en fait on veut que ce qui sera négocié au plus près du terrain au niveau de l'entreprise l'emporte sur tout le reste, sur la branche, sur la loi. Donc en fait, on voit que dans le dispositif, il y a même les élus du personnel non syndiqués. Bon voilà, il y a ces tentatives pour essayer de négocier sans syndicat. Il y a le référendum maintenant d'initiative patronale, c'est-à-dire que voilà, il n'y aura même pas eu d'accord collectif, même signé par des minoritaires. Il y aura un texte patronal qui sera ratifié. Donc voilà. C'est en fait donner le label d'accord collectif à quelque chose qui n'est pas un accord collectif en fait, si on part des sens des mots, de ce que ça représente. Donc il y a ce mouvement, à mon sens, de négocier sans syndicat, et donc c'est grave. Et parallèlement, en même temps, comme on dirait en ce moment, une forme de professionnalisation
des militants, puisqu'il va y avoir une concentration des instances, et puis avec ces valorisations des parcours syndicaux, donc une forme de professionnalisation, d'institutionnalisation des militants, donc qui nous rend un petit peu sceptiques aussi sur le devenir, sur le rôle du syndicat, en fait, hein, là-dedans, puisque on l'a vu tout au long de cette journée. En fait, il y a, je ne sais plus qui disait, cherche un syndicat pour négocier. En fait, voilà, c'est une vision pour négocier. Donc, s'il y a un syndicat, il y a des militants qui s'y prêtent, c'est bien. S'il n'y en a pas, on les contourne. S'ils ne sont pas d'accord, on les contourne, quoi qu'il arrive, mais on arrivera à ce qu'on veut. Donc, c'est ça, ce mouvement qui aux yeux de FO, se dessine un peu. Hein. Je en profite pour annoncer que nous, on fait toute une série de recours contre les ordonnances, recours en justice, de même qu'on l'avait fait contre la loi travail, la loi El Khomri, QPC, ainsi de suite. Donc là, évidemment, nous, on choisit d'attendre la ratification et de faire un certain nombre de recours. Alors évidemment, sur les questions de référendum, sur tout ça, enfin, je vous l'annonce dès le début, je pense qu'il y a quand même énormément de dispositions qu'on pourra critiquer. Alors, quand même, pour finir, il y a une lueur d'espoir. Et je le dis parce que c'était un peu un combat propre à FO, c'était la question des 10% exigés sur la tête du délégué syndical, 10% d'audience sur la tête du délégué syndical qui va être supprimé. Alors, ça n'est pas paru dans les ordonnances parce que ça n'était pas dans la loi d'habilitation, donc ça n'aurait pas été possible, mais l'engagement a été pris et c'est acté par la ministre et c'est dans des écrits. Et donc, il cherche un véhicule législatif, c'est-à-dire qu'on obtiendrait non pas un retour total à la liberté de désignation du délégué syndical, mais presque, c'est-à-dire que le délégué syndical, il devrait toujours être présenté, mais si les personnes qui sont sur la liste refusent le mandat de délégué syndical, finalement, le syndicat pourrait désigner qui il veut comme délégué syndical. Ce qui revient à une forme de liberté syndicale. Vous savez que jusqu'à présent, c'était pas possible. Hein. Il fallait que non seulement que le syndicat ait 10%, mais que le délégué ait lui-même 10%. Et s'il y avait des gens sur la liste, c'était forcément les autres. Et on avait engagé des contentieux devant la Cour de cassation là-dessus. On a fait plein de contentieux. On a toujours encore des contentieux en suspens, puisque nous, on avait été les seuls à agir au niveau du BIT, et par 2 fois, le BIT avait dit que ces 10% sur la tête du délégué syndical, c'était contraire à la liberté syndicale. Donc là-dessus, on va peut-être quand même obtenir gain de cause, pas totalement, parce que c'est pas, je dis, autant qu'on l'espérait, mais quand même, par le jeu des gens qui vont refuser, finalement, le syndicat va retrouver sa liberté de désigner qui il veut. Ça, c'est quand même important. Et je voulais terminer sur cette note un peu positive. Nous, notre organisation, on ne vous a pas accompagné tout de suite, parce que on va dire sur un simple problème de forme qui était que le texte lui-même nous semblait un petit peu violent sur certains passages, mais ça n'est que partie remise, puisque de toute façon les partenaires sociaux français vont être consultés par les instances du BIT dans le cadre de cette procédure, et il est probable, je ne veux pas m'avancer au nom de mon comité directeur, mais il est probable qu'on se raccroche à cette plainte. C'est notre plainte contre la loi El Khomri, la loi El Khomri, mais qui... Ce dont je parlais des 10%, c'était encore une plainte avant. Voilà, donc on va retrouver, de toute façon, la liberté de désignation, c'est une des normes de l'OIT fondamentale, donc de toute façon, on va retrouver les mêmes principes, et on vient de retrouver trace pour le plafonnement des indemnités. C'est la Finlande qui a lancé en 2014 une plainte contre le plafonnement des indemnités, l'interdiction au juge finalement de décider de lui-même de l'indemnisation du préjudice. Cette plainte vient d'être déclarée recevable par le Comité européen des droits sociaux et également par le comité de délégués des ministres là en juin 2017. Et donc on va être parfaitement synchrone avec l'actualité française. Donc là aussi, de notre côté, on étudie aussi toutes les possibilités de recours, et il est probable que nos juristes se mettent en lien pour essayer de faire action commune, parce que de toute façon on a intérêt de toute façon à traiter les choses dans l'intérêt de tout le monde. Une réduction drastique du nombre de camarades qui seront mandatés dans ces instances. D'autre part, sur
ça va aussi entraîner une moindre présence de fait par le nombre de tâches que ces camarades vont avoir à avoir dans cette instance unique. Ça va entraîner une moindre présence de ces camarades sur le terrain, auprès des salariés. Donc cet éloignement est aussi une source importante d'inquiétude, parce que représenter, c'est pas faire à la place d'eux, c'est faire avec. Et pour faire avec, et notamment c'est important de faire avec lorsqu'on est parfois discriminé ou parfois en cas de répression, parce que si on ne fait pas avec, c'est difficile de pouvoir construire de la solidarité lorsqu'il y a ce type de cas. Donc ça risque d'entraîner aussi un isolement de ses représentantes et de ses représentants. Et ce que je disais aussi tout à l'heure dans mon premier propos, une institutionnalisation qui s'avère toujours extrêmement dangereuse. Donc voilà, donc ces ordonnances, on pourrait multiplier les exemples de ce qui est contenu à l'intérieur, d'où l'importance, et ce qu'on essaye de faire et ce qu'on espère arriver à faire, notamment le 24 octobre, de construire enfin une date unitaire de mobilisation et de grève contre ces ordonnances, parce que pour Solidaire, on n'en est pas dans le coup d'après, on est toujours dans la bataille contre ces ordonnances, et il nous semble important que nos syndicats réussissent enfin à mener cette bataille. Il y a un principe en droit français, en droit interne comme en droit européen, c'est la réparation totale du préjudice. L'un des indemnités plafonnées, ça veut dire qu'on ne repart que le licenciement. Si je prends l'exemple qui a été donné ce matin pour un représentant du personnel qui est licencié pour faute après 48 heures de garde à vue, je peux vous assurer qu'au-delà du réparation du préjudice lié au licenciement, il existe un autre préjudice qu'il faudra réparer. Et donc, de fait, ce plafonnement, ça veut dire qu'on aura, nous, devant les juridictions sociales, on aura d'autres demandes qui seront faites sur d'autres... anciennement 1382, 1240 maintenant, qui seront demandés. Nous, enfin, au niveau du syndicat de la magistrature, on s'attend à ce type de demande. Et je pense que ce serait intéressant de faire une QPC dessus. Échappent notamment au plafonnement les licenciements consécutifs au harcèlement et aux discriminations. C'est que nous allons avoir un déplacement du contentieux. Nous avions un contentieux sur la rupture qui va être plus focalisé sur le contentieux de la rupture de la discrimination. Alors il y a des avocats qui sont formés à la nullité en matière de licenciement. Ce n'était pas le cas de tous les avocats, mais donc peut-être que nous allons avoir une augmentation de ces problématiques de discrimination. Et ce qu'il dit également, c'est qu'on va avoir un déplacement du contentieux de la rupture vers un contentieux de l'exécution du contrat. Et la discrimination est un contentieux de l'exécution, et je pense que c'est un contentieux qui est extrêmement ciblé, qui devrait faire les prochaines attaques du MEDEF, parce que je rappelle qu'en discrimination, globalement, nous n'avons pas de problème de prescription. Donc la discrimination reste encore un îlot extrêmement préservé, si on regarde le texte global des ordonnances. Voilà.